recherche, c'est le tout début de l'accès aux produits de santé et vous connaissez, alors peut-être on va passer, pardon. Non, voilà. Donc, vous voyez ce grand schéma de l'accès au marché pour les laboratoires et aux patients et à la prescription pour les cliniciens, qui commence par la recherche. Et la recherche, c'est du fondamental, du transfert, de la clinique phase 1, 2, 3, du translationnel sur les ressources biologiques issues de la recherche. Et à travers tout ce développement, on arrive à valoriser ou à comprendre quel est l'intérêt et quelle est la place d'un produit de santé sur le marché. Et puis ensuite, on a la mise sur le marché avec la prescription à l'hôpital ou en ville et de plus en plus un suivi pour recueillir, après la mise sur le marché, des données de vie réelle et donc reposer de nouvelles questions et revenir à la recherche. Donc, c'est à partir de ce schéma que on voit l'évolution aujourd'hui vers une recherche qui se fonde sur ces données qu'on recueille dans la recherche clinique et qu'on peut réutiliser et de plus en plus, qu'on appelle donc les données massives, hein, les données et ce qui permet de constituer des entrepôts de données, des systèmes qui permettent d'aller chercher, d'aller fouiller, d'aller bâtir des algorithmes qui nous permettent d'aller plus vite et de construire des essais cliniques et de la recherche sur un autre modèle. Et donc, de plus en plus, on a de la recherche qui donne des résultats, qui permet de recueillir des données, lesquelles données sont confrontées, donc permettent de réaliser des études en vie réelle. À partir de là, on a la possibilité de faire de l'intelligence artificielle, hein, de mettre en place des algorithmes et ensuite de concevoir des nouveaux modes, des nouveaux modèles d'essais cliniques, puisque on peut aujourd'hui imaginer que avec ces données, on peut reconstruire des patients virtuels. Parce que vous savez que le problème dans la recherche clinique, c'est d'inclure suffisamment de patients pour avoir une possibilité de comparer. Et donc, comme la plupart du temps, et surtout en cancérologie, on est sur des situations, des pathologies rares, on a très peu de patients qui correspondent exactement au design. Et donc, arriver à avoir des patients virtuels, c'est quand même un progrès énorme. Et c'est là que se situe la perspective et l'espoir donné par l'intelligence artificielle. Et donc, cela permet de générer de nouvelles hypothèses, de reconcevoir des protocoles de recherche clinique, mais aussi translationnels pour identifier, par exemple, de nouvelles cibles qu'on peut ensuite tester en clinique et avec des données de vie réelle. Et donc, on crée un voilà, ouais. J'espère que vous m'entendez en ligne. Donc, l'intelligence artificielle, elle a commencé il y a quand même quelques temps et elle a été reconnue d'abord par l'Europe, par l'OMS et au niveau national, on a de plus en plus de démarches des politiques de santé pour faire en sorte que ça soit une réalité et que nous ne soyons pas en retard parce que ça va très vite. Et si on ne prend pas ce train-là suffisamment tôt et au rythme qu'il faut, on va très vite être complètement has-been. Et surtout dans la recherche, on ne doit pas perdre de vue cet objectif. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité enfin, on est en train tous de se mobiliser pour faire en sorte que ce soit une réalité, mais on est face à des grosses difficultés. D'abord, la qualité des données, c'est le premier point qui est un grand frein pour le développement de l'intelligence artificielle, surtout dans un domaine comme la recherche qui nécessite une rigueur scientifique qui doit être reconnue et évaluée par tout l'ensemble de la communauté scientifique. Le patient avant tout, la sécurité du patient, si on n'utilise pas de bonnes données, si on ne les utilise pas à bon escient, l'essai clinique peut nous amener à des résultats erronés et donc à mettre en jeu la sécurité du patient. Tout ce qui concerne les protections de la vie privée, vous savez que toute la réglementation
européenne et nationale, et bien sûr au niveau mondial, hein, vise à protéger les patients qui ont donc un droit de regard sur les données qu'on utilise, que ce soit pendant la recherche ou après. Et donc, on a tout un tas de règles, RGPD, etc., qui sont quand même, malgré tout, des freins, mais des freins nécessaires à la réalisation de ces études. L'interopérabilité des solutions, on est quand même sur des établissements et aussi avec la ville des interactions indispensables. Et si on n'a pas d'interopérabilité, aucune recherche n'est possible. Le problème de l'hébergement des données de santé, toujours de la sécurité de ces données, et puis la maturité des directions chargées des systèmes d'information et de toute la communauté médicale et scientifique, parce que c'est pas inné, c'est pas intuitif de comprendre toutes ces évolutions et la façon dont on peut utiliser ces nouvelles technologies et toute l'intelligence artificielle dans la recherche. Donc, il y a bien sûr énormément de travaux hein, au niveau national. Il y a une stratégie d'accélération du numérique en santé, il y a France 2030, etc. Et il y a un rapport qui a été demandé à Jérôme Marchand-Harvier et des collaborateurs sur l'état de l'art, enfin l'état de la situation sur l'IA en santé. Je vous invite à regarder parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce rapport. Mais il a identifié ce qui est déjà une réalité du numérique en général, mais de l'intelligence artificielle en particulier, dans les grandes catégories de recherche que sont la recherche clinique, la recherche translationnelle, la recherche appliquée, la recherche non au développement d'innovation et la recherche non interventionnelle. Et vous voyez qu'on commence à voir quand même pas mal de choses qui deviennent faisables. Alors qu'il y a déjà, enfin, il y a 2, 3, 4 ans, on commençait un petit peu à se demander si toutes ces promesses des algorithmes, ça allait nous amener quelque chose. Ben, on voit quand même que ça commence à être utile et à être une réalité. Et Philippe on aura aussi tout un tas d'exemples, mais pour ce qui est de recherche, enfin, biologie d'ensemble et imagerie, vous allez, enfin, vous voyez que la radiologie commence à évoluer et on a de plus en plus d'inventions d'intelligence artificielle pour définir des modèles numériques de tumeurs, pour accélérer les diagnostics. On a une possibilité d'aller regarder tous les modes d'approche des tumeurs pour mieux en comprendre les paramètres et choisir les bons traitements ou améliorer les pronostics. Tout ce qui est contouring pour la radiothérapie, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est assez répandu. Le premier domaine dans lequel vraiment on a vu des progrès, c'est le mélanome, hein, avec des applications que vous pouvez prendre la photo de votre lésion et la confronter à une base d'imagerie qui permet de vous orienter vers un diagnostic. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un diagnostic virtuel, hein. Il va falloir avoir quand même un médecin l'humain reste indispensable. Et ça, c'est vraiment le message absolument actuel qui est absolument incontournable. Tout ce qui est signature, qui permet de prédire je vois, on en discutera, mais euh, quand même, l'humain reste indispensable. Ça, je pense qu'on ne va pas pouvoir le contourner. Donc, tout ce qui est signature pour prédire la sensibilité, par exemple, à un traitement, la corrélation entre les facteurs de risque, l'épidémiologie, le screening des profils des patients, etc. Donc, vous voyez que c'est déjà quelque chose qui est en marche et de plus en plus, l'intelligence artificielle génère alors ce qu'on appelle maintenant de plus en plus le deep learning avec la création de nouveaux modèles. Et dans ces nouveaux modèles, il y a les jumeaux numériques. Je laisserai peut-être Philippe développer plus avant, mais en tout cas, c'est quelque chose de très prometteur, mais qui pour l'instant ne nous permet pas de refaire une personne en entier. C'est pas un hologramme, hein, c'est vraiment des caractéristiques de patients qu'on peut utiliser pour comparer les modèles virtuels avec le modèle réel. Et là, on a quelque chose qui est vraiment en train d'être exploré par pas mal
d'entreprises, de biotech, et on a pas mal d'espoir sur ce sujet. Alors, il y a des choses dans le glioblastome, il y a pas mal de voies aujourd'hui, mais ça demande, bien sûr, là aussi, même si on n'est pas dans la recherche clinique, ça demande aussi beaucoup de temps pour prouver que ça marche. Donc, le jumeau numérique, c'est donc prendre en compte des profils qu'on anonymise avec donc des patients qui sont déjà traités pour un cancer et on regarde les paramètres cliniques, biologiques, radiomiques. On identifie des profils similaires de patients qui sont traités par la même pathologie et on prédit l'évolution de la maladie avec un petit nombre de patients qui sont très proches et qu'on apparie pour en faire des jumeaux numériques. Et donc, on a maintenant de plus en plus des modèles et des méthodes d'harmonisation pour faire en sorte qu'on en tire des enseignements. On a là aujourd'hui en cancérologie et dans l'ensemble de la recherche, les bras synthétiques, c'est vraiment une réalité. On commence vraiment à lancer des essais avec les bras synthétiques parce que de plus en plus, on va pouvoir, avec nos bases de données qui sont de plus en plus riches, de plus en plus fiables, on va pouvoir identifier des patients qui sont appariables avec les patients réels et de plus en plus, on réalise des essais qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent grâce à la génération de bras synthétiques, bien sûr, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et là, on va pouvoir, déjà la Haute Autorité de Santé a commencé à reconnaître que c'était une voie intéressante et commence à reconnaître même l'utilisation de données historiques. Là, on parle à la fois de données historiques et de données prospectives pour faire un bras de contrôle qui soit réellement virtuel et donc on puisse vraiment comparer pendant tout le temps de la recherche. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement prometteur, en particulier dans les situations rares. Je ne vous parle pas des organoïdes, etc. Il y a encore plein d'autres choses, mais juste quelque chose qui a été mis en exergue par les professeurs Fraisse et Alassonnière dans un rapport qui est très intéressant aussi. Je pense que vous en avez un peu connaissance, mais c'est l'idée des cohortes virtuelles augmentées. Dans les cohortes, on est souvent avec des caractéristiques des patients dans ces cohortes et il nous manque des paramètres qui nous permettraient d'aller plus loin dans notre recherche. Et ça, c'est un nouveau concept aussi très prometteur dans la recherche. Et puis enfin, bon voilà, les freins à l'innovation, je crois que j'ai déjà pas mal évoqué, mais c'est les bases d'apprentissage enfin, à partir de quelles données on peut réaliser l'apprentissage de l'intelligence artificielle pour permettre de générer des données, la protection des personnes, comment aller vers l'appropriation des médecins, et ça, je vous assure que c'est un frein très important, faire en sorte que tous les médecins s'acculturent à l'intelligence artificielle pour concevoir des bras numériques, pour concevoir des nouvelles méthodes. Pour l'instant, c'est balbutiant, mais en fait, chacun apprend à mesure qu'on reconnaît la validité d'une méthode et donc il y a une espèce de dynamique qu'on est tous en train de créer, mais qui n'est pas évidente et qui ne va pas forcément emporter toute la communauté scientifique. Donc, c'est un véritable enjeu. Et puis, donc, savoir quelle est la confiance qu'on apporte aux résultats et puis aussi comment on traite du texte libre, de la parole dans une consultation. On n'a pas des données qui sont structurées d'emblée. Il faut arriver à tirer d'une consultation les informations données pourront être utilisées dans cette intelligence artificielle. La qualité, je ne vais pas m'y étendre, mais vous voyez que c'est vraiment le cœur de la difficulté, hein, arriver à ce que on génère des ensembles de données ou des informations qui soient valides, hein, c'est le fameux garbage in, garbage out. Si on n'a pas
mis dans la machine des données fiables et de qualité et bien et propres, on n'en sort absolument rien, ou pire, on en sort des données erronées, donc c'est une catastrophe. Donc voilà, on a vraiment des démarches d'assurance qualité aussi à définir sur l'utilisation des données, ce qui n'est pas encore complètement le cas partout. Ensuite, il y a la validation clinique des algorithmes. Ça, c'est quelque chose aussi qui est encore devant nous, mais qui devrait bientôt être une réalité. Donc, mettre en place des essais cliniques pour dire que cette intelligence artificielle, ces bras numériques, ces jumeaux numériques sont valides pour avoir une robustesse suffisante des recherches, des essais cliniques. Partager les données, ça reste un gros sujet. Il faut plein de règles. Il faut bien sûr mettre des garde-fous à tous les niveaux. Sinon, la fuite de données, on voit bien ce que ça donne dans tous les domaines. Dans la santé, c'est la pire des catastrophes. Contrôler les biais. On sait dans la recherche normale ou même épidémiologique que c'est un enjeu majeur, mais là, on est encore plus avec des questions. Comment on fait pour contrôler les biais? L'organisation au sein des services cliniques, comment on fait pour utiliser ces nouvelles façons de faire de la recherche et comment on emmène aussi toute la communauté des acteurs, des ARC, des infirmiers, des aides-soignants, tout le monde doit être, et des patients. Patients aussi, il faut qu'ils aient un petit peu d'acculturation sur ce domaine. Et puis voilà, l'acceptabilité des médecins, l'expertise humaine. On peut discuter, mais moi, je pense qu'elle reste nécessaire, en tout cas dans une majorité de situations, sauf celles où on est dans du purement administratif, où là, il va falloir qu'on ait des systèmes de contrôle automatique, mais on peut imaginer que on n'a pas, on peut se passer en partie de l'humain, mais le rapport avec le patient, ça, enfin, heureusement en tout cas, on ne s'en passera pas. Et puis, je laisserai bien sûr les aspects éthiques, économiques et juridiques à mon collègue. Juste un petit mot pour vous dire qu'on est tous en train de travailler à des nouvelles méthodologies d'essai avec cette intelligence artificielle, avec les outils numériques, pour réellement faire en sorte que ce schéma qui a toujours été le schéma utilisé par toute la communauté scientifique depuis 20 ans qu'on parle d'évidence, ou 50 ans, pardon, ça fait 50 ans qu'on parle d'évidence-based medicine, avec les niveaux de preuve ABC, etc., où le niveau de preuve A n'a toujours eu qu'un seul modèle qui s'appelait l'essai randomisé double aveugle, et un petit peu les méta-analyses, mais on en a vraiment très peu des méta-analyses. Tout le reste, c'est quand même beaucoup moins reconnu comme étant valide, et donc on a de grandes difficultés à faire en sorte que nos recherches produisent les résultats attendus. Donc, on a de plus en plus cette idée d'aller vers des nouvelles méthodologies d'essai, que ce soit donc les bras numériques, j'en ai parlé, les jumeaux, les essais adaptatifs, les essais aussi enfin, qu'on appelle adaptatifs, c'est-à-dire que on peut faire plusieurs bras d'essai au lieu de ne faire que deux bras à la fois pendant 10 ans. On fait plusieurs bras et on recueille des données plus régulièrement, des résultats plus régulièrement, de façon à pouvoir passer un patient qui ne réagit pas bien dans un bras à un autre bras. Et donc, c'est un modèle qui a été mis en place beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, pendant le Covid d'ailleurs, hein, et qui est en train d'être testé en France, mais bon, on a des modèles plus ou moins adaptés. En tout cas, faire des essais plus simples grâce à l'intelligence artificielle, grâce au numérique, aller plus vite parce que il faut qu'on recueille les fruits et les résultats pour poser de nouvelles questions et aller plus loin dans la connaissance pour aller vers cette fameuse médecine personnalisée qui permet d'identifier une cible et de dire quel est le patient qui bénéficiera le mieux d'un traitement dans cette cible. Là, on pourra le faire qu'au prix de raccourcissement, simplification de nos essais. Et si on y arrive, si on veut y arriver, il faut absolument qu'on accélère l'utilisation de tous ces outils numériques.
Donc, essai en vie réelle, essai in silico aussi, c'est quelque chose qui est de plus en plus développé pour faire des modèles numériques à partir desquels on peut tester des hypothèses. Euh, Bien sûr, créer des nouvelles bases, des nouvelles biobanques, des centres de ressources biologiques pour faire de plus en plus de recherches translationnelle, recherche fondamentale, et aussi aller vers la ville, vers les EHPAD, faire en sorte que les patients qui sont en ambulatoire aussi on puisse recueillir des informations qui sont précieuses parce qu'aujourd'hui, la majorité de la recherche est réalisée pour des patients hospitalisés et ça n'est pas la majorité des patients. Donc voilà, ça c'est le modèle adaptatif. Et puis enfin, sur quoi travaille le plus là en ce moment l'ANSM, c'est ce qu'on appelle les essais cliniques complexes, avec l'idée, enfin c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, de master protocol. C'est un peu le modèle adaptatif, mais plus réaliste. Et donc il y a pas mal de travaux qui sont en train d'être réalisés, vous voyez, sur les essais plateformes, donc les essais ombrelles, basket et type adaptatif ou master protocol qui sont aujourd'hui, voilà, là, une réalité. Bon, je sais pas si j'ai encore un peu de temps. Tout petit peu. Donc, les opportunités, elles sont là si on a l'intelligence humaine, hein, désolé, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle se fonde sur l'intelligence humaine et il ne faut surtout pas laisser la machine aller trop loin dans l'autonomie parce que forcément, ça ne peut générer que... enfin, il faut qu'on garde quand même la maîtrise de cet apprentissage automatique. Et donc, l'usage de ces données et des modèles, que ce soit de la recherche clinique ou post-clinique, c'est vraiment en train de vivre une vraie révolution. Pour les patients, leurs aidants. Donc, les patients, ils vont bénéficier de plus en plus de la télésurveillance, de nouvelles applications qui va leur permettre d'être mieux surveillés à distance, d'avoir accès à des ressources médicales qui n'existent pas aujourd'hui et qui permettront de réagir beaucoup mieux pour autant qu'on garde bien sûr un contact humain, parce qu'un patient sans humain en face de lui, ça va être quand même compliqué. Les équipes de recherche, pour nous, c'est vraiment fondamental d'arriver à passer ce step, hein. C'est vraiment l'avenir qui se dessine vers une réduction des délais, vers un travail où on utilise peut-être moins de scientifiques, mais à meilleur escient. Vous savez qu'on a des grandes difficultés à trouver des arcs, des gens qui sont diplômés, parce que le côté un peu rébarbatif, quand on a trop de tâches administratives, fait que ça rend ces métiers parfois un peu moins attractifs. Et donc, arriver à les soulager de ce qui est administratif et faire en sorte qu'ils arrivent à mieux à travailler plus vite et de façon plus efficace, c'est beaucoup plus motivant. Et donc, c'est très important pour nous d'arriver à mettre en place ces nouvelles technologies et même d'aller chercher des questions qui n'existaient pas, auxquelles on n'aurait jamais pu répondre auparavant et qui aujourd'hui sont une réalité. Et puis pour la France, bah, c'est vraiment un enjeu de souveraineté, d'excellence, de rayonnement. C'est ce que veut le plan France 2030. C'est là-dedans que il y a eu tout un tas de démarches pour faire en sorte que l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit en ville et à l'hôpital, soient équipés et soient formés aussi à ces nouvelles technologies. Et on a vraiment une opportunité aujourd'hui. Alors, tout le monde n'en profite pas, bien sûr, mais ça crée une vraie dynamique. Et puis, ça réduit les coûts de la recherche clinique. Aujourd'hui, la recherche clinique, c'est vraiment beaucoup trop cher. On peut pas continuer à augmenter les coûts de la recherche. On va être face à un mur. Aujourd'hui, c'est encore très cher de faire de l'intelligence artificielle, de faire des bras synthétiques, d'arriver. Mais plus on le fera, moins ça coûtera, moins ça prendra de temps, plus chacun apprendra et le fera de façon de plus en plus naturelle, comme Internet, comme toutes les révolutions
technologiques aujourd'hui, on voit bien on est face à une révolution de ce type, mais que au bout du compte, bah, on l'espère bien, tout le monde s'y mettra et l'hôpital aussi. Vous voyez, il y a eu récemment un panorama de ce que l'IA apporte à l'hôpital et je crois que c'est vraiment une perspective très intéressante pour faire en sorte que ce cycle-là, qu'on appelle de nos voeux, c'est-à-dire vraiment avoir en permanence des questions qui se posent, la possibilité d'y répondre rapidement à travers une recherche, qu'elle soit clinique, qu'elle soit sur données de vie réelle ou translationnelle, et que le patient en profite le plus vite possible, qu'on puisse à nouveau recueillir des données réelles et pas un peu artificielle en recrutant des patients dans des essais cliniques où ils sont extrêmement sélectionnés sur des critères très précis avec des objectifs très, très étroits. Demain, il faut qu'on ait la possibilité, avec ces nouvelles technologies, de poser toutes les questions scientifiques et d'affiner de plus en plus le traitement qui ira le mieux à tous les profils de patients. Merci beaucoup.